La présentation cette semaine au Festival de Berlin du documentaire À vendredi Robinson, dans lequel la cinéaste iranienne Mitra Farahani filme la rencontre entre Ebrahim Golestan et Jean-Luc Godard, nous a donné envie d'évoquer une nouvelle fois dans Bleu Up Jean-Luc Godard, mais cette fois pas à travers ses films, ça nous l'avons déjà beaucoup fait, mais plutôt à travers la façon dont le cinéaste a infusé, hanté le cinéma contemporain des années 60 à aujourd'hui. Bref, un sujet sur Jean-Luc Godard, mais sans ses films, un sujet sur Godard chez les autres. Alors commençons tout d'abord par Jean-Luc Godard, acteur. On a notamment pu le voir début 60 dans les premiers films de ses collègues de la Nouvelle Vague, par exemple dans Paris nous appartient de Jacques Rivette, en dragueur insistant, ou dans Le Signe du Lion d'Éric Rohmer, à une fête en DJ quelque peu monomaniaque, ou encore dans Les fiancés du pont Macdonald d'Agnès Varda, le voici noir et blanc et muet, en amoureux transi d'Anna Karina. Sinon plus récemment, Jean-Luc Godard est également apparu dans les films de sa compagne, Anne-Marie Miéville, notamment ici En voiture, dans Après la réconciliation. Était-ce un entretien, une conversation? Justement, c'était ça le thème. On essaie d'écouter les mots. Mais à part ça, Jean-Luc Godard est également apparu dans de nombreux documentaires, par exemple Le Parti des choses, dans lequel Jacques Rosier suit et commente le tournage du Mépris. Grâce à Godard, Brigitte Bardot n'est pas devenue Camille, mais Camille est devenue Brigitte Bardot. Mais aussi toujours en parallèle du Mépris, cet épisode fameux de la série Cinéaste de notre temps, Le dinosaure et le bébé, où Jean-Luc Godard dialogue avec Fritz Lang. Moi j'ai un sentiment un peu différent. Enfin, je veux dire, Van Gogh était quelqu'un de plus important que le menuisier qui a fabriqué le chevalet sur lequel peignait Van Gogh, même si c'était un très beau chevalet. Oui, vous avez tout à fait raison, naturellement. C'est un exemple extraordinaire, très bon. Un exemple qui nous fait penser à cet autre épisode de la série Cinéaste de notre temps, signé Hubert Knapp en 1965, Jean-Luc Godard ou Le cinéma au défi, où l'on suit notamment le cinéaste au musée, visiblement pressé ou peu intéressé, avant de s'arrêter tout de même devant un célèbre tableau de Matisse. Ça correspond beaucoup, je trouve. Parce qu'Aragon, c'est toujours la digression, les idées l'une par-dessus les autres, et Matisse, c'est les formes qui n'a... Je veux dire, on fait ça, puis on en refait une autre, puis une troisième. À part ça, plus récemment, en 2007, dans Morceaux de conversation avec Jean-Luc Godard, Alain Fleischer a suivi le cinéaste dans les préparatifs de son exposition au Centre Georges Pompidou. Alors après, c'est la fameuse salle avec tous les tableaux. Mais aussi présentant sa collection de VHS au critique Jean Narboni. Là, il y a Frankenstein ou encore seul et tout penaud face à ses machines. Là, comme vous êtes là, je perds tous mes moyens. Je ne les retrouve plus. Pourquoi il ne marche plus sur le DVD? À part ça, Jean-Luc Godard est apparu plus furtivement dans d'autres documentaires, et notamment en 1982, dans Chambre 666, dans lequel Wim Wenders interroge à Cannes de nombreux cinéastes sur l'avenir du cinéma, en commençant bien évidemment par Jean-Luc Godard. Bon, j'ai un papier que m'a donné Wim Wenders. Il a posé une caméra, mis un magnétophone, et il me laisse tout seul. Et il m'a pas bien placé pour que je puisse regarder le tennis. Sinon, un cas un peu particulier, One Parallel Movie, du documentariste américain Don Alan Pennebaker, sorte de making-of, de traces, d'un film que Godard a commencé à New York, mais qu'il n'a jamais terminé. Restent donc ces quelques séquences sauvées de l'oubli, notamment celle-ci, Godard filmant les Jefferson Airplane sur les toits. Sinon, puisque nous évoquons les occasions manquées, n'oublions pas que Jean-Luc Godard a souvent refusé de participer à des documentaires, ce qu'a constaté Claude Ventura dans Chambre 12, Hôtel de Suède, tentant sa chance au téléphone. Allô? Allô, Jean-Luc Godard? Oui, c'est moi. Bonjour, j'aurais voulu vous poser quelques questions concernant Un bout de souffle. Oh, vous rêvez, non? Pourquoi je rêve? Voilà, au revoir.
Allez, dites-moi pourquoi je rêve. Allô? Et un refus que même Agnès Varda a dû essuyer à la fin de son documentaire Visage Village, se rendant avec JR chez le cinéaste Harold pleine d'espoir, sauf que... C'est fermé à clé. Oh, c'est des volets en fer. C'est une blague. Jean-Luc! Jean-Luc. Mais à part ça, eh bien Jean-Luc Godard a également été au cinéma incarné, et notamment c'est connu, par Louis Garrel dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius. Un film sur le Godard période la chinoise, partageant alors sa vie avec Anne Wiesemski, un Godard célébré et admiré. Son seul nom évoquait une certaine idée du cinéma. Inclassable, sauvage, fascinant. Mais un Godard qui va aussi aller de déconvenu en déconvenu, contesté par les étudiants à la Sorbonne, mais aussi molesté par les forces de l'ordre lors des manifestations de mai 68. Mais tu fais extrêmement mal, là. Tes lunettes. Voilà, elles t'ont foutu, là, mes lunettes. Mais sinon, eh bien, si Jean-Luc Godard, comme le montre cette célèbre scène d'À bout de souffle, a très tôt placé ses films sous le signe de la référence, de la citation, de la reprise, ces films n'ont cessé en retour d'être même cités ou repris. Déjà, À bout de souffle a fait l'objet d'un remake américain en 1982, À bout de souffle Made in USA, signé Jim McBride, avec Richard Gere, l'américain, dans le rôle de Jean-Paul Belmondo, le français, et Valérie Caprisky, la française, dans le rôle de Jean Seberg, l'américaine, pour des dialogues bilingues qui évoquent évidemment ceux d'À bout de souffle. Taré. Ouais. Taré means crazy, disgusting person, jerk. Taré? Taré. Mais à part dans À bout de souffle Made in USA, les films de Jean-Luc Godard ont donc été abondamment cités, mais comment ? Eh bien par exemple, le temps d'un extrait de film aperçu à l'image, comme dans le film collectif Chacun son cinéma, ce segment d'Atom et Goyan, où un personnage peu concentré regarde ou presque Anna Karina dans Vivre sa vie, regardant La Passion de Jeanne d'Arc de Karl Dreyer, mais aussi, toujours dans Chacun son cinéma, le segment de Wong Kar-wai, qui imagine, lui, un rapprochement entre deux spectateurs au cours d'une projection d'Alphaville. Vous êtes bien installé? Sinon, puisque l'on parle d'Alphaville, citons le Bad Influence de Curtis Hanson, avec cette réception où un extrait du film de Godard est projeté sur les murs. Cheers. À part ça, dans le Seberg de Benedict Andrews, avec Kristen Stewart dans le rôle de Jean Seberg, on regarde la dernière scène recréée d'À bout de souffle. Qu'est-ce que c'est dégueulasse? Enfin, dans Prima della Rivoluzione de Bernardo Bertolucci, on va voir Une femme est une femme, puis on commente le film en faisant l'éloge d'Anna Karina. Sarà come per noi oggi Louis Brooks. Rappresenterà un'epoca intera, dico bene o dico male. Et dans La bande du drugstore de François Armanet, on assiste à une projection de masculin-féminin avec à la sortie des commentaires moins élogieux sur Godard. Qu'est-ce que c'était chiant. T'as pas saisi la subtilité? Mais sinon, eh bien, autre façon de faire référence à Godard, les affiches. Dans Innocent de Bertolucci, encore lui, une affiche grand format de la chinoise au-dessus du lit. Par lequel une classe renverse une autre. Mais aussi dans Crime et délit de Woody Allen, une affiche de la chinoise au second plan, un peu plus discrète. Sinon dans Vanilla Sky, Tom Cruise aime visiblement bien la nouvelle vague, puisque dans sa chambre, une affiche de Jules et Jim et une autre d'À bout de souffle. Hello, handsome. Un duo d'affiches que l'on retrouve d'ailleurs, et non sans ironie, dans le bureau d'un producteur de films porno dans la série The Deuce. Right, I was gonna tell them my little truth. Sinon dans Un Anglais à New York, ce poster du mépris dans le bureau de Jeff Bridges. Ou encore dans Be Bad, Portia Doubleday dévoile sa passion pour Jean-Paul Belmondo à Michael Cera, poster à l'appui. Didn't you just love Breathless? Jean-Paul was completely gripping. If you like French people, I suppose. Enfin immanquable, dans le café-billard de 3 vies et une seule mort de Raoul Ruiz, au mur, le visage d'Eddie Constantine dans Alphaville. Donc, vous partez. À part ça, les affiches ou photos de films de Godard ne se placardent pas seulement au mur, mais sont aussi refilmées dans des revues ou des livres, une photo griffonnée du mépris dans Au fil du temps de Wim Wenders, un exemplaire des Cahiers du cinéma, spécial À bout de souffle, bientôt au bûcher, dans Fahrenheit 451 de Truffaut,
ou encore dans La Nuit américaine, toujours de Truffaut, un livre sur Godard au milieu de nombreux autres. Mais à part ça, autre façon de faire référence au cinéma de Godard, citer la musique de ses films. Dans Innocent, décidément, Bertolucci reprend par exemple en fond sonore la musique de Pierrot le Fou, signée Antoine Duhamel, pour un rapprochement entre Michael Pitt et Louis Garrel. Where? Out there, on the street. I don't know what you mean. Yes, you do. Mais aussi dans Casino, Martin Scorsese reprend, c'est connu, la musique du mépris, signée Georges Delerue, pour un rendez-vous De Niro-Joe Pesci sous haute tension dans le désert. But this time, when I heard him say a couple of 100 yards down the road. Enfin, tout aussi connu, dans L'importance est d'aimer, film sur le cinéma, Andrei Zulawski a demandé à Georges Delerue d'écrire une variation sur le thème du mépris, et notamment pour cette inoubliable scène d'ouverture. Ne faites pas de photos, s'il vous plaît. Bref, les références aux films de Jean-Luc Godard sont en tous les cas au cinéma partout et les échos constants. Jean-Pierre Léaud lit face caméra dans La Chinoise. L'impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres en papier. Et Robert De Niro dans le Greetings de Brian De Palma aussi. Et puis des murmures à l'oreille dans Une femme mariée, que l'on retrouve dans Boy Meets Girl de Léos Carax. Tu me dis viens, je viens. Tu souris, je souris. Ou dans l'opéra Mouffe d'Agnès Varda. Et puis le café en plan très serré dans 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Et l'aspirine en plan très serré aussi dans Taxi Driver de Martin Scorsese décidément. Mais aussi une lettre de rupture en très gros plan dans Le mépris. Et une lettre de rupture en très gros plan dans Les choses de la vie. Et puis la visite express au Louvre dans Bande à part, refaite dans Innocent de Bertolucci, toujours lui. Et refaite aussi dans Visage Village, d'Agnès Varda, toujours elle. Ah, c'est beau. Et puis le New York Herald Tribune, vendu sur les Champs-Élysées dans À bout de souffle. Et vendu aussi sur les Champs-Élysées dans Belle de jour de Louise Buñuel. Mais aussi les travelling circulaires pour filmer les Rolling Stones au travail dans 1+1. Et les travelling circulaires pour filmer les Beach Boys au travail dans Love and Mercy de Bill Pollard. Sans oublier Jean-Paul Belmondo, au milieu des herbes hautes, dans Pierrot le Fou, et Takeshi Kitano, au milieu des herbes hautes, dans Jugatsu, mais aussi les couloirs déstabilisants d'Alphaville, que l'on retrouve dans Le Monde sur un fil de Rainer Fassbinder, et sans oublier enfin la course folle rue Campagne Première à la fin d'À bout de souffle, et la course folle dans les rues de Tokyo, dans Bon à rien, de Kiju Yoshida. Oui, le cinéma de Jean-Luc Godard, repris et cité partout, même dans les clips, notamment celui des Cranberries, Linger, qui reprend la trame et l'esthétique d'Alphaville, ou encore celui de Kelly Osbourne, One Word, qui reprend lui aussi la trame et l'esthétique d'Alphaville. Et tout ceci nous a, comme d'habitude, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes liées de près ou de loin au cinéma de Jean-Luc Godard, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5 concerne le récent The French Dispatch de Wes Anderson et plus précisément le segment Correction sur un manifeste avec notamment Frances McDormand et Timothée Chalamet, un segment très Jean-Luc Godard, surtout lorsqu'à la fin d'un plan noir et blanc de lecture au lit très Godard, retentit le Tu m'as trop menti de Chantal Goya, composé par Jean-Jacques Debout en 1966 pour le film masculin-féminin de Godard. It was another time. It was another ennui. Must be nearly 6 months ago, I guess. My sisters were still 12, anyway. Je ne crois plus dans tes promesses, tu m'as trop menti. Tu connais ces mots. You danced the craze in the late show. Tu m'as fait trop de peine. You wore your hairdo in the Pompidou, the Crouton, or the Fruits de Mer. Your slang mixed bits of Latin with philosophy jargon and manual signaling. Devil's advocates bickered and debated perpetually, ad nauseum, only for the sake of argument. Je suis complètement en désaccord avec tout ce que chacune d'entre vous a dit. Every clique had a rival. The nuts had the bolts,
The sticks had the stones, the jocks had us, the bookworms. Until Mitch failed the baccalaureate and got sent down to national duty obligation. 3 months in the mustard region. Notre numéro 4, autre façon de faire référence au cinéma de Jean-Luc Godard, les dialogues. Dans Lola par exemple, Jacques Demy place dans la bouche de Roland Cassard une allusion au personnage de Michel Poicart, alias Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle. Et Thérèse? Comme la musique finit depuis longtemps. Avez-vous des amis? J'avais un copain, Poicart, il s'est fait descendre. Enfin, une allusion que l'on aime beaucoup, à la fin des Bergman se séparent de Noah Baumbach, l'alerte cardiaque de Jeff Daniels et un joli échange avec sa femme Laura Linney sous l'égide d'À bout de souffle. Take a loss. What? It means bitch. Don't you remember? You're calling me a bitch? No. Don't you remember the last line of Godard's A bout de souffle? Belmondo calls Seabird a bitch. Take a loss. We saw it at the Thalia with the Dicksteins. I got you in for the children's price. You were pregnant with Walt. Like 6 weeks. I still got you in for a children's ticket. You told me you didn't like Godard. You thought the jump cuts were... I checked for the cat behind the ash cans under the Golodner's stoop. Okay. Notre numéro 3, revenons au Redoutable de Michel Hazanavicius, car le film regorge, c'est bien normal, de références au cinéma de Jean-Luc Godard, reprenant au cinéaste suisse de nombreuses expérimentations, par exemple ces scènes en négatif qui viennent d'Alphaville, ou ces plans serrés et ces corps découpés qui renvoient à une femme mariée. Mais la référence que nous préférons, le goût pour les cris et les slogans typiques du cinéma de Godard, ici parodiés dans cette très longue déambulation dans les rues de Paris. Il faut inventer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il faut inventer un vrai cinéma politique. Mais t'as toujours été politique. Mais non, j'ai fait semblant, écoute. Je ne vais pas passer ma vie à amuser les classes moyennes. Par exemple, là, moi j'aimerais faire un film sur la lutte des Indiens canadiens et ils refusent l'installation d'une plateforme pétrolière sur leur terre. Comment je fais du cinéma avec ça? Voilà, ça c'est ma question. Voilà, je vais pas engager Alain Delon puis lui foutre du plume dans le cul pour faire indien. Non, d'accord, mais toi tu fais du cinéma, t'as de la politique. Mais c'est pareil, tout est politique. C'est-à-dire croire que tu fais pas de politique. Quand tu fais pas de politique, c'est une connerie. Ne pas en faire, c'est un choix politique, justement. Admettons, mais il y a le cinéma, quand même. Enfin, le cinéma, il y a Truffaut pour ça. Voilà, les films d'amour, les films qui parlent d'amour. Les gens, c'est à la bouche, l'amour. C'est quoi, comme disait Guitry, on ne sait plus où donner du cœur, c'est à vomir. Mais quelle connerie, il faut en finir avec la dictature des sentiments. On va pas faire la révolution avec des sentiments. Mais tu crois vraiment à la révolution? Bien sûr que j'y crois. Peut-être je vais t'expliquer quelque chose. La politique, c'est comme les chaussures. C'est-à-dire, il y a la gauche, la droite, et à un moment, tu sais quoi, on a envie de marcher pieds nus. Moi, je pense que la France, elle va bientôt vouloir marcher pieds nus. Ouais. Notre numéro 2 concerne le cinéaste Alejandro Inarritu. On se souvient que Birdman s'ouvrait par un générique reprenant celui de Pierrot le Fou. Mais le cinéaste mexicain a également rendu hommage au cinéma de Godard dans le film collectif déjà cité, Chacun son cinéma, le segment intitulé Anna, pour une idée toute simple, une jeune cinéphile non-voyante assiste à une projection du mépris avant de quitter la salle et de poser au dehors une question bouleversante, beau à pleurer.
Anna. Was the film black and white? No. It was in color. Enfin, notre numéro 1 est pour nous l'évidence de l'évidence et concerne Bande à part. Le film de Godard a influencé moult cinéastes, et notamment en Amérique. Difficile en effet de ne pas penser au trio formé par Anna Karina, Claude Brasseur et Sami Frey, devant le trio de Strangers in Paradise de Jim Jarmusch. Sinon, Quentin Tarantino a nommé sa société de production en référence au film de Godard. Et puis il y a la scène de danse de Bande à part dans un café de la banlieue parisienne qui a inspiré par sa liberté la scène de danse entre Uma Thurman et John Travolta dans Pulp Fiction, mais aussi la scène de danse entre Martin Donovan, Bill Sedge et Elina Lowenson dans Simple Men d'Al Hartley sur le Cool Thing des Sonic Youth. Alors vite, un recut, une collision, un mélange, histoire de rendre hommage à notre tour à Jean-Luc Godard, le seul, l'unique. Silence, on tourne. Silenzio si gira. Silenzio.